C'est ça, être entrepreneur, se dire quel est mon rôle. Créer, en fait, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, n'est pas forcément le caractère ultime de l'entrepreneuriat. On a aussi une génération qui s'expose beaucoup, qui communique beaucoup. Pour nous, l'entrepreneuriat, c'est une façon d'agir, de penser et d'agir. On ne naît pas entrepreneur. On peut entreprendre des choses révolutionnaires en étant étudiant. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait cheminer dans la contradiction. D'avoir le courage de renoncer, c'est bien aussi. L'entrepreneur, lui, il entreprend par lui-même, en fait, par son vécu. On peut très bien vivre une aventure entrepreneuriale dans une organisation, une entreprise, une administration, une association. On dit que un entrepreneur vit 7 fois plus vite sa vie. Il faudrait qu'on ait l'entrepreneur comme étant le bureau des sports, le bureau de la culture. Eh bien, il y a un bureau entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Asquin, coordinateur national du plan Esprit d'entreprendre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Depuis sa nomination en 2019, Alain Asquin a joué un rôle clé dans la promotion de l'entrepreneuriat au sein des écoles et des universités, soutenant entre autres les jeunes talents dans leur quête d'innovation et d'autonomie professionnelle. Fort d'une riche expérience aussi en tant qu'enseignant-chercheur et responsable de programme d'entrepreneuriat, Alain, vous allez le voir, nous fera part de sa vision sur l'enseignement supérieur d'aujourd'hui et les aspirations de la nouvelle génération. Et mes questions forcément sont nombreuses. Comment accompagner les étudiants dans leur parcours entrepreneurial ? Quelles sont les clés aussi du succès pour développer une culture d'entrepreneuriat au sein des établissements scolaires et d'enseignement supérieur ? Et puis forcément, quelles sont les initiatives aujourd'hui qui sont mises en place pour transformer ces idées novatrices en projets concrets? On va explorer tout ça avec vous. Alain, merci d'être notre invité aujourd'hui. Bonjour Philippine. Soyez le bienvenu dans 20 sur 20. Vous avez dit récemment à nos confrères des EcoStart qu'entreprendre, ça n'est pas juste créer une start-up. Alors Alain, c'est quoi entreprendre ? Alors entreprendre, c'est une démarche, un processus de création de valeur. Il peut s'incarner dans une création d'entreprise, pas forcément de start-up déjà. Start-up, c'est un concept un peu galvaudé aujourd'hui, qui veut dire jeune entreprise. Parfois, on en sous-entend innovante. Mais dans start-up, il y a un modèle économique un peu particulier avec des besoins de fonds et de financement qui font parfois un peu peur aux entrepreneurs de manière générale. Alors qu'entreprendre, c'est peut-être créer de la valeur et l'incarner par une entreprise, mais par une association aussi. Ça peut être aussi créer de la valeur en ayant l'envie de créer un événement. Et ça peut être un événement culturel, et ce n'est pas forcément une entreprise. Et puis, ça peut être aussi ce qu'on appelle c'est un néologisme qui a au moins 30 ans, mais intraprendre, ça veut dire créer de la valeur au sein d'une organisation existante. Et donc, il n'y a pas la création d'une entreprise ou d'une structure, indépendante, mais à l'intérieur d'une structure existante. Et le point commun de l'ensemble de ces éléments, c'est création de valeur nouvelle, ça c'est un point important. Et deuxième point qu'on oublie, et souvent sur lequel j'insiste notamment auprès des étudiants entrepreneurs, c'est la création d'une organisation. Il faut pouvoir porter cette valeur. Et souvent, on passe beaucoup de temps à parler de la valeur nouvelle qui est créée, et on passe beaucoup d'énergie à pitcher cette valeur. Et on oublie de faire le travail de conception de l'organisation qui va porter et faire aboutir cette valeur jusqu'à ses bénéficiaires, ses clients par exemple. Et la capacité à organiser, elle est clé en fait, dans l'entrepreneuriat, parce que souvent les projets vont faire des tours et des demi-tours, on parle de pivot dans notre jargon. Ok, ça c'est important d'avoir cette ligne conductrice et de réorienter son projet en fonction des circonstances. Et cette capacité à le faire dépend de sa compétence organisationnelle, d'être capable de fédérer des ressources, de mettre un ordre aux choses et de distiller le travail dans le temps. Parce qu'un entrepreneur a au départ le sentiment qu'il faut tout faire très vite et progressivement avec un peu de maturité, il s'aperçoit qu'il doit prioriser. Et entreprendre, c'est être capable de faire ça, créer de la valeur, proposer de la valeur et être capable d'organiser une structure qui la porte et qui la fasse parcourir un chemin qui est forcément pas linéaire, qui est sinueux. Et donc, entreprendre, c'est être capable de faire ça ensemble. Et ces qualités créatives d'un côté et organisationnelles de l'autre sont souvent un peu contradictoires. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait cheminer dans la contradiction. C'est ce que vous essayez de transmettre, en tout cas, aux jeunes étudiants, parce que vous en avez la charge, quelque part, aussi. Alors, c'est les pôles... d'abord, c'est les établissements d'enseignement supérieur qui ont la charge des étudiants, et certains d'entre eux veulent entreprendre. Quand ils veulent entreprendre, ils sont pris en charge par les établissements, par leur formation. Il y a des formations d'entrepreneuriat, il y a pas mal de programmes de sensibilisation, d'initiation. Il y a même des incubateurs, évidemment, dans les établissements. Et puis, il y a des pôles particuliers qui ont été créés en 2014, ça s'appelle les pôles pépites. Oui. Les pôles pépites sont des pôles qui sont créés dans les territoires par l'association des établissements qui, ensemble, ont décidé de créer une structure. Et c'est une structure de compétences qui va développer des ressources pédagogiques, mais également des méthodologies, des processus pour appuyer l'action des établissements dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et puis, ces pôles
qui sont labellisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui sont labellisés notamment pour porter un statut particulier, qui est le statut national d'étudiant entrepreneur. Ce statut est accordé aux étudiants qui portent un projet. Alors, il ne s'agit pas de porter un projet finalisé. On n'évalue pas le projet parce que ce projet serait particulièrement, convaincant et emblématique. On va plutôt, dans le statut, retenir des étudiants qui nous ont montré une envie, une appétence entrepreneuriale et qui ont une démarche et qui, avant même de venir nous voir, se sont creusés un peu les méninges. On ne vient pas nous voir parce que l'avant-veille, on a pensé à quelque chose et que peut-être il pourrait nous permettre d'entrer au statut d'étudiant entrepreneur. Donc l'idée, c'est de voir que des gens sont investis, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils sont un peu habités par une idée qui les travaille. Ouais. Et nous, on se dit, évidemment, dans notre métier, l'idée, on va l'aider, ce jeune ou ces jeunes, ça peut être un collectif, à façonner cette idée, à se construire eux-mêmes à travers le façonnage de cette idée. Ils vont se co-construire. Et chemin faisant, on va faire ce que j'ai évoqué il y a 2 minutes, c'est-à-dire à la fois imaginer cette proposition de valeur de manière convaincante et un peu alternative à ce qui existe, mais également imaginer la manière dont ces jeunes talents, mais qui par définition ont très peu d'expérience de cette nature-là, ils ont d'autres expériences évidemment, comment on fédère ces expériences pour trouver un chemin organisationnel pour porter cette valeur. L'accompagnement que nous faisons, c'est ce processus. Donc évidemment, on n'évalue pas un projet qui serait déjà lui-même élaboré, puisqu'on est là pour les aider à élaborer ce projet. C'est toute la particularité de notre démarche. On est très en amont et on va dénicher des talents qu'on va aider à s'épanouir. Et ensuite, on nourrit les écosystèmes qui peuvent être les incubateurs d'écoles, les incubateurs labellisés par le ministère, mais également tous les acteurs du territoire qui aident à l'entrepreneuriat, parce que nos jeunes peuvent avoir aussi des thématiques spécifiques, ils vont avoir besoin d'associations locales qui sont elles-mêmes plus spécialisées dans ces domaines. Donc on est vraiment des amorceurs, on va amener ces jeunes jusqu'au projet, et puis on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on leur met jamais la pression en fait d'aller à la création, parce que nous créer en fait, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, n'est pas forcément le caractère ultime de l'entrepreneuriat. Et donc le fait de créer, c'est bien, on est ravis quand ils créent, mais le fait de savoir renoncer, d'avoir le courage de renoncer, c'est bien aussi. Et c'est un courage qu'on oublie de mentionner. On n'entend pas beaucoup parler. On prend beaucoup sur soi, parce que quand on prend un statut d'étudiant entrepreneur, évidemment, on en parle autour de soi, on est une équipe, on a une certaine visibilité dans l'établissement, on parle de vous, et voilà, vous avez accès à un certain nombre de ressources, y compris médiatiques. Quand vous vous rendez compte que les choses ne vont pas comme elles devraient, ou que vous prenez un niveau de risque qui est au-dessus de celui que vous êtes capable d'accepter, ou vous faites porter un risque à des tiers, vous n'avez pas envie d'embarquer dans une mauvaise histoire, c'est quand même très difficile néanmoins de renoncer, parce que vous êtes poussé un peu dans le dos par cette histoire, cette aventure que vous êtes en train de vivre. Donc il y a une espèce de contradiction absolument difficile entre quelque chose qu'on vit qui est parfois un peu plus douloureuse que prévu et qu'il faudrait arrêter. En même temps, vous êtes dans l'espèce d'euphorie en fait, d'une création. C'est très difficile de faire la part des choses. Donc là, quand ça se passe très bien, on est ravis de pouvoir valoriser tout ce qui se fait et de montrer les jeunes qui créent. Je ne veux pas oublier ceux qui vivent des moments plus difficiles, et c'est pour ça que nous avons des mentors en fait, dans nos accompagnements. Les jeunes qui créent dans les pôles pépites sont accompagnés bien sûr par les équipes pédagogiques pour s'assurer de la cohérence entre le projet et le projet de formation. Il ne faut pas l'oublier, évidemment, il ne faut pas entreprendre au détriment des études. On a pas mal de gens qui s'occupent de ces jeunes avec des séminaires, etc. Et puis on a des mentors qui sont des chefs d'entreprise qui ont vécu des moments parfois un peu douloureux comme ceux que j'évoquais tout à l'heure, et qui sont non pas là pour donner des conseils parce que c'est pas du tout leur job. Ils sont là plutôt pour partager et relativiser ou prendre la mesure d'un phénomène ou aider à décortiquer un peu ces sentiments mêlés qu'eux-mêmes ont pu vivre. Donc on essaie de choisir des gens qui ont une réflexivité par rapport à ce vécu, pas juste des gens qui ont fait des belles choses et puis qui disent regarde ce que j'ai fait, c'est génial, c'est sympa en conférence et c'est inspirant. Et encore, ça peut être inspirant, mais parfois c'est intimidant. Donc on se dit, super, il l'a fait, mais moi, je suis un peu loin de tout ça. Par contre, quand on a des mentors qui vous aident à poser un peu les choses, à ralentir un peu la machine, à prendre la mesure, et surtout à ne pas être jugé. On a aussi une génération qui s'expose beaucoup, qui communique beaucoup, donc qui a peur d'être jugé par les réseaux qu'ils vont animer autour d'eux. C'est difficile pour eux, c'est difficile pour tout le monde, je crois, en général. Mais voilà, donc c'est vraiment un travail d'accompagnement à l'entrepreneuriat, à la manière d'agir de manière entrepreneuriale. Il s'agit donc de se dire que pour nous, l'entrepreneuriat, c'est une façon d'agir, de penser et d'agir. Il se trouve que parfois, on crée. Des fois, on ne crée pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été entrepreneur. Et donc, nous, on insiste beaucoup sur les compétences qu'on délivre. Et donc, on va attester des compétences que ces jeunes ont construites dans le temps. Et c'est bien ces compétences qu'ils vont montrer. Alors, ils n'ont pas forcément, s'ils créent leur activité, pas besoin de les montrer à grand monde. Ils créent leur boîte et ils se développent.
Mais lorsque le chemin n'est pas celui-là, ils ont besoin de présenter leurs aptitudes et leurs compétences à un tiers, notamment un chef d'entreprise. Le fait d'avoir l'université ou l'école qui peut attester, parce que c'est notre métier, et avec sérieux, des compétences qui ont été développées, je pense que ça donne une crédibilité à un parcours auquel s'ajoute une compétence métier. Ce sont des jeunes qui ont des formations variées, plus des aptitudes entrepreneuriales. Et ce référentiel, on l'a basé sur un référentiel européen qui s'appelle Entrecomp. Et donc, ça nous permet également d'avoir cette robustesse de l'outil qu'on a adapté à notre format, en insistant beaucoup sur les soft skills, qui sont les compétences douces que les chefs d'entreprise demandent qu'on puisse attester, parce que c'est très très long pour les vérifier en entreprise. Donc ils nous disent, si vous pouvez mettre un petit coup de tampon avant qu'ils rentrent chez nous, ça nous permet de nous sécuriser un peu sur ces aptitudes effectives entrepreneuriales. Donc on peut apprendre à entreprendre. Alors. Oui, on ne peut que apprendre à entreprendre. On ne naît pas entrepreneur. On peut évidemment avoir son disposition naturelle au regard du risque, de la créativité, mais ça se travaille. Comme tout talent, il y a des bases et puis il y a des choses qu'il faut retravailler. Mais on ne naît pas entrepreneur. Un auteur bien connu qui s'appelle Gartner dit que globalement, c'est comme la danse. Et écoutez, pour savoir si vous êtes un danseur, dansez, je regardais si vous êtes un bon danseur. Mais me dire a priori que vous êtes un bon danseur ou un danseur ne me suffit pas. Ouais. Le profil de l'étudiant entrepreneur, profil type, est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à l'établir? Est-ce qu'il ressemble à quelque chose ou au contraire, est-ce que c'est complètement hétéroclite? Alors, on a des grandes données, évidemment, je vais vous les partager, mais il y a une énorme diversité. Alors, les grandes données, on les a, évidemment. Il est plutôt masculin. Alors, malheureusement, ça reste vrai, parce qu'on a 36% de jeunes femmes. Et donc, par rapport à l'enseignement supérieur, c'est évidemment... parce qu'on a plus de 50% de femmes dans l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas vidéo un bon score. On avait pu grimper jusqu'à 38%, et on a un peu régressé accidentellement cette année. Alors que les actions sont très nombreuses à ce sujet. Donc, on voit bien qu'on est face à des choses qui dépassent l'action uniquement des acteurs de l'entrepreneuriat, mais c'est évidemment sociétal, c'est aussi lié aux filières. Il se trouve que c'est d'abord un garçon. On a 25% des étudiants entrepreneurs qui sortent de formation d'ingénieurs, donc ce qui explique un peu le chiffre de tout à l'heure. C'est-à-dire que comme les formations d'ingénieurs sont elles-mêmes plutôt masculines, on va avoir une prévalence de garçons aussi dans l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi les étudiants viennent beaucoup d'écoles d'ingénieurs? Parce que d'abord, dans la notion d'entrepreneuriat, il y a beaucoup l'innovation. Donc, beaucoup de technologiques. C'était d'abord par là qu'on est arrivé à parler d'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur. Maintenant, on reconnaît évidemment des formes variées d'innovation, mais la première approche a été celle-là. Donc, ça reste vrai, ça reste marqueur. Et donc, évidemment, c'est plus naturel pour eux parce qu'ils ont aussi des pédagogies par le projet de longue date qui les habituent à ce type de démarche. Donc, on a plutôt ce profil-là. Et puis, les 25 autres pourcents, je dirais, qui font 50%, donc évidemment, vous avez bien suivi, des formations, ce sont des formations en économie, gestion, droit. Donc, déjà, on pourrait dire des formations prédisposées. Le gros du combat qu'on a eu à mener depuis ces dernières années, c'était encore plus fort avant. Donc, c'était de remonter d'autres types de formations, notamment en sciences humaines. Et ça, la question a été vraiment de montrer que l'entrepreneuriat qu'on avait peut-être par la vision globale, un peu caricaturée autour de l'innovation, la start-up issue d'écoles d'ingénieurs, etc. Eh bien, on a vu, et notamment, et ça c'est clair, avec la prise de conscience majeure depuis une quinzaine d'années des enjeux environnementaux et sociétaux, on a vu que les formes d'entrepreneuriat ont beaucoup évolué, que l'engagement est devenu une dominante forte dans l'action des jeunes générations, et qu'on a vu que beaucoup des transformations se font aussi par les usages ou pour leur rapport au monde. Et donc, les sciences humaines ont beaucoup à dire de ça. Alors, elles avaient évidemment beaucoup à dire dans l'innovation, parce qu'on sait que beaucoup d'innovations n'ont jamais vu le jour, finalement, parce qu'elles ont oublié les sciences humaines. Ça, c'est important. Mais déjà, les sciences humaines, aujourd'hui, sont très sollicitées au travers des changements des usages, des comportements. Et on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent sur ces questions aussi. Alors, vous me direz que là, l'entrepreneuriat que je vous présente est assez genré. Ça reste vrai. On a un énorme travail à faire pour ouvrir le spectre de chacun dans les deux sens. Mais c'est quand même avec ce type de configuration qu'on travaille. Donc, on a par contre une diversité de projets qui est absolument incroyable. On avait, il y a peut-être une dizaine d'années, une démocratisation de l'entrepreneuriat qui a été très très forte grâce, je dirais, au numérique, qui a permis à des gens de venir dans l'entrepreneuriat à moindre charge par rapport à des acteurs dominants qui n'avaient pas encore bougé sur ces registres-là. Là, ils ont bougé. Et donc, ce qui a permis à des jeunes d'entreprendre avec, je dirais, des ressources beaucoup plus limitées. Et donc, c'est vraiment une capacité qui a été offerte aux plus jeunes générations qui ont moins de ressources économiques, moins de ressources sociales,
en entourage fait. de pouvoir agir. Donc, ayant moins ces actifs et peut-être moins d'expérience, néanmoins, ils avaient plus d'expertise dans ces outils ou de vécu même de ces outils. Donc, ça a été des avantages importants. Deuxième point, aujourd'hui, on voit, mais c'est une déferlante absolument majeure, et pas que dans l'entrepreneuriat des jeunes, évidemment, c'est évidemment l'IA qui devient un outil qui permet d'industrialiser ou de processer de manière absolument redoutable des process qui étaient extrêmement coûteux à mettre en place. Oui. Et je vois vraiment arriver ça de manière extrêmement massive. Dans quel domaine particulièrement ? Alors, vraiment, ça touche tous les domaines. C'est vrai. impressionnant. Tout ce qui va être amélioration des process de service, c'est vraiment très, très important. D'accord. Tout ce qui renvoie à l'image. Et là, on a quand même beaucoup de projets qui renvoient au domaine médical. Alors, c'est vraiment une révolution qui est évidemment décisive. Mais on a vraiment, dans beaucoup d'aspects, des étudiants qui vont se servir. Alors, ils ne sont pas forcément des experts de l'IA. Ils sont des usagers avisés qui sont capables d'encapsuler, parce que l'IA aujourd'hui, il y a beaucoup de modules ou de manières d'agir qui sont déjà pré-calibrés et qu'il faut ensuite assembler de manière un peu en mode Lego. Et donc ça, c'est qui est intéressant, ça permet aussi de démocratiser cet usage. Alors évidemment, c'est une course sempiternelle, mais c'est véritablement intéressant parce que on arrive à des logiques de performance, parce qu'on a toujours dans cette idée au départ qu'une offre faite par des jeunes entrepreneurs et peut-être mérite quelques années d'expérience avant d'être crédibilisée avec les grands comptes qui peuvent les utiliser. Ce modèle-là, cet a priori-là est tombé. Parce que s'il y a une chose auquel nous ont servi les grands GAFAM, ça a été de montrer qu'on peut entreprendre des choses révolutionnaires en étant étudiant. Tout à fait. Donc c'est d'ailleurs un point commun. Quand on pense à Snapchat, à Facebook, à Google même, qui ont tous été montés par des étudiants entrepreneurs. Voilà, et ça c'est important de dire que ceux qui auraient le doute en regardant un étudiant, en disant bon finalement oui, ça a l'air sympa son truc, mais bon quand il sera un peu plus vieux, j'y prêterai attention. C'est une erreur majeure. Je suis le témoin régulièrement de choses absolument incroyables qui se font par ces jeunes. Quand on accompagne les étudiants à l'entrepreneuriat, ce qui est essentiel, c'est qu'on accompagne des gens qui sont en capacité rapidement de changer la donne et de venir sur les marchés et de créer une valeur qui va résoudre des problématiques qui sont un peu difficiles à appréhender par les grandes structures, et ils y vont par les interstices. Alors, c'est un terme en économie qui consiste à dire on va entre les bouts de marché qui ne sont pas très occupés par les grands dominants et l'herbe va pousser dans les interstices entre les deux pavés. Et ils vont par là et puis ils vont grandir par là. Et souvent, cette capacité, en étant petit, agile, en vivant directement, souvent on est des gens entrepreneurs qui vivent les situations dans lesquelles ils entreprennent. Ils ne créent pas dans l'absolu. C'est vrai. Ils vivent des choses, ils créent par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc c'est cette expérience-là qu'ils sont capables de mettre sur la table. Quand on leur dit vous n'avez pas assez d'expérience d'entreprise ou de management, à la limite, management, c'est pas un truc qui les passionne beaucoup. Mais par contre, ils ont une expérience de vie et c'est dans ces domaines-là qu'ils vont entreprendre ce que ne peut pas forcément percevoir une entreprise en tant qu'institution. L'entrepreneur, lui, il entreprend par lui-même, en fait, par son vécu. Et c'est là-dessous où ils sont très bons, en fait. Donc, on aide ces jeunes-là à tirer parti de ces avantages. On les met à l'aise par rapport à ça. On leur donne les outils d'accompagnement. On les avertit. Après, c'est leur affaire. C'est eux qui créent, c'est pas nous. Nous, on accompagne. D'accord. Et s'ils créent, c'est bien. S'ils créent pas, c'est bien aussi. Et nous, ce qu'on veut leur montrer, c'est qu'ils sont devenus plus robustes et plus compétents en ayant fait ce chemin avec nous. Comment vous pensez justement que l'enseignement supérieur il peut un peu mieux intégrer l'entrepreneuriat dans ces programmes ? Parce que j'imagine que ce n'est pas le cas de toutes les écoles ni de toutes les universités. Je ne connais pas d'établissement, sincèrement, qui n'ait pas l'entrepreneuriat dans son catalogue. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est de plus en plus... oui, ça l'est. Franchement, je n'ai pas de souvenir. Alors, vous peut-être me trouver l'exception qui va confirmer la règle. Non, j'en ai pas. Je ne suis pas là pour vous piéger. Mais c'est intéressant. La question qui est plus profonde là-dessus, sur le point, c'est que tant qu'on en sera à des programmes spécialisés en entrepreneuriat, pour ceux qui ont décidé d'en faire, entre guillemets, un métier, oui. On va avoir un problème de limitation. C'est-à-dire que soit on voit l'entrepreneuriat comme une fin, c'est-à-dire que je veux être entrepreneur, et donc je fais un métier qui me forme à être entrepreneur. Ok, c'est compliqué déjà, y compris dans l'approche métier, de dire qu'entrepreneur est un métier. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un point qui n'est pas si simple, notamment en termes de certification professionnelle. Le deuxième point, c'est finalement de se dire qu'entreprendre était un moyen de... Et c'est une manière d'agir dans un processus de projet complexe qui vous permet de créer une valeur de manière assez maîtrisée et efficace pour délivrer un service. Et votre métier, il est plus global qu'être entrepreneur. Donc,
vous avez le statut d'entrepreneur parce que vous agissez de manière entrepreneuriale. Je reviens sur l'exemple de mon danseur de tout à l'heure. Mais donc, ce qui veut dire que dans les formations, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que dans leurs métiers multiples que les jeunes apprennent dans les écoles, on puisse avoir un propos entrepreneurial. C'est-à-dire comment, dans ce domaine, dans la culture, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine du droit ou dans le domaine d'un vétérinaire, finalement, un vétérinaire, s'il ne travaille pas en industrie, mais s'il s'installe, il va quand même créer un cabinet, il va devoir recruter des collaborateurs, il va faire des choix en termes de spécialité, il va mettre des prix, même s'il y a bien sûr un entourage professionnel qui va l'aider, mais comment peut-on l'aider? Un architecte, il y a plein de professions qui n'imaginent pas qu'ils entreprennent. C'est à l'intérieur de leur métier. Il faut absolument que leur formation intègre des propositions en entrepreneuriat, pas pour mettre de l'entrepreneuriat partout en disant espèce de pensée dominante, marchandisée ou je ne sais quoi. Non, c'est parce que les gens vont devoir agir de manière entreprenante. Et si on veut bien penser qu'entrepreneuriat, c'est créer de la valeur, j'ai dit valeur tout à l'heure, j'ai pas dit économique, de la valeur sociale, culturelle, environnementale, ce qu'on voudra. Et que si un veto crée son cabinet dans une petite bourgade comme la mienne, pas très loin de chez moi, mais au moins, on a les... Et bien sûr, il ne va pas faire que des chiens et des chats, il va faire aussi du bétail, etc. Il va ouvrir. Mais il crée un lien, il crée une relation au territoire, et il crée bien plus que simplement un cabinet de vétérinaire. Donc, il a choisi un positionnement, des métiers, donc des professionnels, des collègues qu'il va recruter spécifiquement. On doit l'aider à réfléchir sur son modèle, en fait. Ce n'est pas pour lui dire, demain, tu vas avoir un drapeau d'entrepreneur. Mais je rencontre, la chance de rencontrer pas mal de monde quand je discute, mais finalement, des gens prennent conscience finalement qu'ils ont entrepris, sans forcément l'avoir revendiqué pendant un temps. C'est vrai, on l'a presque tous fait en fait. Ouais. Il faut les outiller simplement, et puis alors à la fois valoriser ce concept d'entrepreneuriat et le démystifier. C'est un peu bizarre, mais il faut le mettre en avant en disant entreprendre, c'est vraiment un processus très spécifique de création de valeur dans un contexte incertain dans lequel on n'a pas vraiment d'antériorité, et donc on avance sur des œufs, voilà, clairement. Et en même temps, démystifier plein d'autres comme vous l'ont fait, sans trop savoir où ils mettaient les pieds. Ils y sont arrivés pas si mal. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire un bout de chemin ici, et on va vous accompagner. Eh bien, dis donc, il y en a des choses à dire, parce que c'est vrai, tout ce que vous me dites, ça me fait penser aussi aux aspirations de cette nouvelle génération par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce que, on en parlait dans les épisodes précédents, ici dans 20 sur 20, mais peut-être que vous avez un avis différent, mais on a un peu l'impression que cette nouvelle génération que vous rencontrez quotidiennement, elle appuie tellement envie d'un salariat, d'un CDI, de passer 20 ans dans la même boîte, ce qui a pu être le cas des générations par le passé. Je ne pourrais pas vous dire ça de manière générale, parce que j'ai un tropisme, je rencontre plutôt ceux qui vont avoir ce type de démarche en laquelle ils vont dire qu'ils ont envie de vivre une aventure entrepreneuriale. D'accord. Ce que je crois que partagent, ceux que je rencontre, encore une fois, j'ai du mal à faire des généralités, mais ceux que je rencontre, ce qui les intéresse quand même, c'est cette vie un peu accélérée, un peu plus aventureuse, professionnelle. Ouais. En gros, avoir un job, je dirais cyclique, récurrent, redondant, ça les passionnera pas. Par contre, on peut très bien avoir des fonctions, je dirais, de développement de projets en entreprise. Donc, je parlais d'intrapreneuriat tout à l'heure. Il faut absolument réveiller l'idée que on peut entreprendre en entreprise. Et moi, je connais plein de patrons de PME qui ont des projets c'est dans les cartons, ils ne les sortent pas pour plein de raisons. Je connais aussi des jeunes qui parfois nous proposent des projets un peu alibi en disant j'ai envie d'entreprendre et je vous ai trouvé ce truc-là, est-ce que ça vous intéresse de me laisser le construire pour me rendre entrepreneur? J'aimerais bien on va le faire, on va les faire se rencontrer, là, on va engager ça très rapidement. On va mettre pas mal de monde autour de la table pour faire qu'on fasse vraiment une rencontre entre des chefs d'entreprise qui ont conscience que l'intrapreneuriat est une clé de développement et d'innovation, notamment des PME dans les territoires. Et le territoire va être un mot vraiment, vraiment majeur dans cette question. De l'autre côté, des jeunes qui ont envie d'entreprendre et qui font l'effort d'essayer d'imaginer quelque chose parce qu'il faut bien avoir une contrepartie pour se construire en tant qu'entrepreneur. C'est quand même pas mal qu'ils se rencontrent. Et nous, on va accompagner ça parce que l'accompagnement n'est pas tout à fait le même que pour l'entrepreneuriat. Parce que, par exemple, les mentors que j'évoquais tout à l'heure sont des chefs d'entreprise. Oui. On ne va pas mettre un chef d'entreprise dans l'équation d'un autre chef d'entreprise. Évidemment, ce serait maladroit. Donc, on va développer d'autres formes d'accompagnement et d'autres types d'outils. Le socle commun est le même. C'est le même je dirais, programme commun que les autres entrepreneurs, mais ils vont avoir leur propre filière spécifique, comme d'autres les auront dans d'autres domaines, la culture et autres, pour l'intrapreneuriat. Donc, on peut très bien vivre une aventure entrepreneuriale dans une organisation, une entreprise, une administration, une association. Et ça, vraiment, peut-être se dire, si on a une génération qui, aujourd'hui, a cette aspiration aventureuse de l'entrepreneuriat, au bon terme de l'aventure entrepreneuriale, parce que c'est en anglais, venturing, c'est vraiment cette idée d'entrepreneuriat. On faut absolument leur dire qu'ils peuvent la vivre dans plein de contextes, y compris d'entreprise.
Par contre, il est indéniable que l'entreprise qui n'a pas une proposition dans laquelle elle laisse percevoir cette dynamique, cette ouverture, ce côté découverte et construction de soi dans l'action, clairement, il va avoir du mal à recruter. Et ils ne le garderont pas longtemps. En gros, on peut avoir des gens qui y vont, mais juste le temps de se faire une petite santé financière ou de faire le tour et d'avoir des appuis pour trouver autre chose. Donc, on a véritablement l'idée que vivre de manière entreprenante, oui. La création, je peux même dire que j'entends quand même des jeunes aujourd'hui avec qui je discute qui ont fait un parcours en entrepreneuriat et le niveau de risque parfois qu'ils ressentent, même si on les aide à travailler progressivement sur le dosage de risque qu'ils vont prendre au fur et à mesure, ils se disent voilà, j'aimerais bien ne pas le subir ou j'ai pas envie de le prendre en charge. Alors, certains de mes collègues me disent il y a un petit contre-coup Covid en sens de l'acceptation au risque. On sait que dans la population des plus jeunes, il y a quand même eu des dégâts, y compris en termes de souffrance et de difficulté à vivre. Ouais. Donc, si vous amenez quelqu'un ensuite à être dans une logique entrepreneuriale, c'est peut-être pas le moment, bien qu'on soit 3-4 ans après. Pardonnez-moi, là, c'est vraiment du ressenti. Je ne peux pas vous dire que c'est une chose avérée. Mais j'ai quand même des petites tonalités qui me laissent à penser que pour certains, c'est plus le moment maintenant. Donc, l'intrapreneuriat ou l'approche plus en entreprise, c'est pas pour vous contredire, mais vous m'invitez un peu à avoir ça peut être un espace finalement intéressant de travail sur soi, avant peut-être d'entreprendre. Et j'ai eu la chance de diriger un programme d'entrepreneuriat pendant de nombreuses années, dans lequel on avait des intrapreneurs et des entrepreneurs, et puis après des accompagnants. Dans le même programme, on avait le même socle commun pour les trois. Et puis ensuite, on avait une spécialisation pour chacun des trois. Et il n'était pas rare que les uns passent dans le camp des autres. C'est-à-dire que les intrapreneurs deviennent entrepreneurs et un entrepreneur qui arrête son projet passe intrapreneur, etc. Donc, et combien il y a dans nos programmes d'accompagnants qui sont d'anciens entrepreneurs qui ont arrêté leur projet, qui sont en train de faire de l'accompagnement d'entrepreneurs. Et ça marche plutôt bien parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont ce vécu-là. Et c'est des mondes extrêmement poreux. Chacun doit trouver un chemin en fonction de qui il est, de sa dynamique. Et donc, je ne les opposerai pas, ces mondes. Et je crois que, en tout cas, les organisations patronales que je rencontre, que ce soit le MEDEF, la CPME, mais aussi des associations comme le Centre des jeunes dirigeants, ont pleinement conscience qu'il va falloir offrir ces espaces d'imagination et d'épanouissement à ces jeunes générations, y compris dans leur structure. Ça, Alain, c'est hyper intéressant ce que vous me dites, parce que ça fait réfléchir aussi à la notion d'échec. L'échec chez ces étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat, l'échec dans ces personnes peut-être un peu plus âgées ou pas, mais qui se lancent dans l'intrapreneuriat. C'est une notion qu'on n'aime pas beaucoup en France, l'échec, si. Alors, évidemment, pardonnez-moi, mais je peux retrouver dans le poncif qui dit voilà, c'est pas des échecs, ce sont des éléments voilà, on se relève, on progresse et on apprend. Évidemment, mais la chance que j'ai de vivre au quotidien avec des jeunes qui entreprennent, je vous assure que quand ils doivent renoncer, et encore ils ne le font pas forcément avec une décision le matin, c'est des choses qui arrivent dans le temps, et c'est plutôt des déchirures, plutôt qu'un arrêt net. Donc c'est des choses qui ne sont pas simples à vivre. On peut dire non mais c'est pas grave, tu apprends. Enfin ok, ça c'est quand on a 2 ans de recul et que voilà, c'est pas facile. Hein. Donc nous, d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise beaucoup l'acte entrepreneur, enfin la démarche entrepreneuriale, en disant que par nature, elle intègre cette dimension, ça fait partie du jeu. Je ne minimise pas, en tout cas pour ce qui me concerne, je crois que c'est vrai de toutes les équipes, parce qu'on partage beaucoup sur les valeurs, on ne minimise pas, les conséquences qu'il faut anticiper d'un jeune qui arrête son projet entrepreneurial. On l'accompagne, on essaie de l'aider. Il y a des structures qui sont dédiées à ça, comme 60 000 rebonds, vous devez connaître, ou d'autres structures. J'ai d'ailleurs engagé la conversation avec Samir Reimer pour qu'on réfléchisse à la manière d'accompagner les jeunes qui ont entrepris, qui ont commencé une première vie pro et qui s'arrêtent. Alors, ils sont tout jeunes et il y a peut-être des spécificités à travailler. Alors, ils ont déjà fait avec nous des webinaires qu'on leur propose déjà aux étudiants pour se préparer à ce type de situation. Vous voyez, le fait de dire finalement, oui, l'échec, c'est pas en soi un sujet et c'est plutôt, il faut relativiser, j'entends, mais il faut se préparer à ça. Ouais. Il faut l'intégrer comme une des variantes que le renoncement, ce qu'on va valoriser, c'est le fait de ne pas avoir embarqué, comme j'évoquais tout à l'heure, trop de monde trop loin dans des histoires pas maîtrisées et de soi-même de ne pas avoir un mauvais héritage entrepreneurial. Il vaut mieux arrêter tôt un projet qui ne va pas dans le bon sens et en refaire un autre que d'aller trop loin et d'être plombé par cette histoire, y compris moralement, mais aussi économiquement. Donc,
voilà, c'est un sujet complexe. Alors, je crois que l'idée quand on intègre que d'entrée, ça fait partie du jeu, au départ, ça peut paraître un peu rabat-joie, parce qu'on a beaucoup de discours, y compris dans les prises de parole, médias ou dans les réseaux sociaux, des jeunes souriants qui viennent parler de leur projet. Et des très belles histoires. Très belles histoires, mais ils ont aussi eu des hauts et des bas, ils ont eu les montagnes russes. Et ça intéresse moins les médias, ça. Non, mais non, après on en parle, donc c'est pas que ça intéresse moins, mais je crois que c'est pas le moment quand on a les 3 minutes, que c'est plutôt un festif, que c'est plutôt pour donner envie aux autres, ça dépend aussi quel est l'objet. Voilà. Mais par contre, à un moment donné, ça montre aussi qu'on a des entrepreneurs qui jouent un rôle, qui savent très bien qu'ils sont là pour diffuser une bonne parole sur l'entrepreneuriat. Il ne faut pas sous-estimer ceux qu'ils vivent intimement et qui peut parfois pas être simple. Alors parfois on pourrait nous dire, attention, vous embarquez les étudiants dans des histoires parfois compliquées, ces histoires de vie parfois compliquées. D'abord, on les embarque pas. Ce sont des adultes qui s'engagent parce qu'ils ont des envies d'engagement. Il ne faut pas les infantiliser. Nous, on les accompagne pour sécuriser ce parcours. Et là où on a un rôle par rapport à l'échec, c'est que notre démarche dans les pépites, en particulier les établissements d'enseignement supérieur en général, mais les démarches en pépites, c'est qu'on crée des processus de prise en charge progressive de ces risques ou d'alerte progressive des risques de difficultés qui amèneront à devoir renoncer. En gros, ça évite d'être seul face aux contradictions et de devoir éteindre la lumière du programme du jour au lendemain. Et donc, vraiment, nous, on est en espace sécurisé. Ça ne veut pas dire qu'on dérisque, enfin, qu'on enlève le risque. On dérisque les plus gros sujets. On évite que ça prenne trop d'importance trop vite. Après, ce sont des gens indépendants qui peuvent dire oui ou non, continuer, pas continuer. Ouais. On ne doit surtout jamais leur dire quoi faire. On leur pose des questions et il y a un principe fondamental dans ce qu'on appelle l'écoute active, c'est de considérer que la personne qui est en face de vous a les ressources de la résolution du problème qui le préoccupe. Vous êtes là pour l'aider à le révéler et à le formaliser, mais elle réglera ça bien par elle-même. Donc, vouloir conseiller les gens dans ce cadre-là, soit vous êtes un expert technique, là vous avez des conseils en fiscalité, en juridique, il ne faut pas faire de bêtises, ça, bien sûr, mais sur la partie du processus et du go-no-go, etc., laissez ces jeunes entrepreneurs prendre leurs décisions. C'est bien. Et donc, quand on nous dit qu'on nous emmène dans une mauvaise histoire, parfois, c'est très rare qu'on ait ce discours-là, mais enfin, j'ai pu le lire. Au contraire, me semble-t-il, sont des accélérateurs de vie ou d'expérience qui sont... C'est une école de la vie, quelque part, l'entrepreneuriat. En tout cas, oui, on dit que un entrepreneur vit 7 fois plus vite sa vie. Mais parce qu'évidemment, vous avez plein d'événements qui vont arriver, des choses qui ne vous seraient arrivées que bien plus tard dans votre vie professionnelle. Et qui là vont vous être apportés très rapidement. Donc... Et nous, on est là, on est des compagnons, en fait, au sens on est des recours et des compagnons. Et d'ailleurs, une fois qu'ils ont fini le parcours chez nous, on parle avec les gens au statut, évidemment, on continue de travailler avec eux, d'être là, s'ils ont des besoins. Voilà, on est toujours liés. Et il n'est pas rare que des jeunes entrepreneurs partis depuis 3-4 ans reviennent voir les gens du pôle pour parler. Ils interviennent, etc. Ça reste quand même des liens très forts. C'est des moments de vie très forts, donc c'est des liens très forts. C'est sûr, mais malgré tout, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tous les jeunes ? Encore une fois, la généralisation va être très, très difficile. Ouais. Il n'y a pas de raison, en fait, pour moi, je vais faire à l'inverse. Il n'y a pas de raison qu'un jeune ne puisse pas accéder à l'entrepreneuriat si, à un moment donné ou un autre, il a envie d'agir de manière efficace sur le monde qui l'entoure. L'entrepreneuriat, c'est une manière de partir d'une idée, de la concrétiser dans quelque chose qui sera intéressant pour ceux que je veux servir, pour ne pas me tromper, pour aller au plus juste de ce que je peux leur délivrer, le faire de manière fiable, et avec souvent une rareté de ressources, parce que... quel que soit d'ailleurs les fonds au départ, mais il y a forcément des sources assez rares par rapport à l'ambition. Si un peu d'ambition, vous n'avez jamais assez de ressources, de toute façon. Donc, si les jeunes qu'on rencontre ont une envie, une appétence d'aller intervenir, de créer une certaine valeur, une proposition auprès d'un public, quelle qu'elle soit, eh bien, ils ont probablement besoin d'entrepreneuriat. Simplement, le mot lui-même, parfois, il porte sur lui des préjugés qui font qu'il est mal accueilli. Alors, on parle de créativité, on va parler de plein de choses, mais en même temps, pourquoi se détourner d'un mot qui n'a rien fait à personne, hein ? Entrepreneuriat, prendre, saisir. Si on me dit qu'il y a des jeunes qui veulent se saisir de sujets ou de causes, apprenons-les à entreprendre, se saisir à pleine main de ces projets-là. Donc, a priori, je ne vois pas pourquoi ils n'en auraient pas l'usage, ou en tout cas pas l'utilité. Est-ce que ce système d'étudiants entrepreneurs, ce statut en tout cas, il est vraiment compatible avec toutes les études ? Est-ce qu'il y a des aménagements pour celles et ceux peut-être qui nous écoutent et qui ont des enfants ou qui eux-mêmes souhaitent se lancer, ou des professionnels aussi qui se disent c'est vraiment canon, j'en avais pas entendu parler. Est-ce que c'est compatible avec tous les types d'études ? Alors oui, et il y a des conditions. Enfin, on a des référents dans les établissements, donc ils vont faire attention aux équilibres de temps notamment et de temps nécessaires pour les études. Simplement, il peut y avoir des formations qui sont beaucoup plus, en gros, à temps complet. Vous avez quasiment 6-7 heures de cours, 8 heures de cours par jour, plus un peu de travail le soir.
Donc, globalement, vous entreprenez quand dans cette affaire, c'est compliqué. Ouais. Et puis, vous avez des études qui sont un peu plus avec de l'auto-formation, dans lesquelles vous allez devoir lire en bibliothèque, soit un programme universitaire. Vous pourrez très bien intégrer dans ces espaces-là des temps de réflexion sur votre projet. Donc, évidemment, le temps disponible pour avoir ces espaces de réflexion et de rencontres va être très structurant, en fait, dans votre processus. Néanmoins, on a mis en place un dispositif qui permet de travailler en termes de sensibilisation ou de découverte de l'entrepreneur sans forcément porter un projet. Mais donc, on plante des petites graines et on crée la révélation que, tiens, mais oui, finalement, la créativité, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais il y a des méthodos. Je me reconnais créatif, où j'ai pu prendre une parole assez décisive dans un temps, etc. Et donc, plus c'est intégré dans les cours de ces formations, pour ça assez denses, mais si dans les cours, on intègre des espaces entrepreneuriats, alors c'est intégré, donc c'est révélé. Et derrière, ce qu'on a pu faire, c'est de dire aux jeunes qui avaient une envie d'entreprendre, c'est deux choses. D'abord, si dans vos études, il y a des césures, saisissez la césure pour finalement poser le sujet de votre projet entrepreneurial et venez le mener avec un statut national d'étudiant entrepreneur, et puis on va l'instruire ensemble pendant cette césure, puis vous allez pouvoir, entre guillemets, courir le monde et rencontrer des gens autour de votre projet. Et vous verrez si finalement cette envie, cette idée, c'est de l'actualité ou est-ce que c'est pour plus tard. Deuxième élément, on a un diplôme qui s'appelle le diplôme d'étudiant entrepreneur, qu'on a notamment créé pour permettre à des étudiants qui auraient goûté à l'entrepreneuriat, mais sans pouvoir y consacrer suffisamment de temps pendant leurs études, se dire, OK, je suis diplômé maintenant, mais néanmoins, je vais passer 1 an, et même pourquoi pas 2 ans, on peut faire ce programme-là en 2 ans, sur le projet. Et là, je suis à temps plein. Et donc, je suis à temps plein, c'est-à-dire pas temps plein ne rien faire. Au contraire, je mène mon projet, je suis des formations, je vais à des séminaires. Voilà, et vous avez des gens qui vont vous pousser à user à fond de ce temps et de cette chance que vous avez d'être entrepreneur. Donc, si vos études ont été un peu fermées par rapport à ces espaces d'entrepreneurs, on essaye d'y intégrer quand même des petites bulles de sensibilisation et d'initiation. La sensibilisation, c'est travailler sur la représentation. Tiens, c'est possible, tiens, à quoi ça correspond. L'initiation, c'est « Ah, mais j'ai des compétences de créativité, de prise de parole, de négociation, etc. » Ça m'a plu. Et donc, à la faveur d'un challenge ou d'autre, je me dis « Tiens, mais j'ai envie d'y aller. Alors, je vais demander le statut par rapport à un projet naissant. » Et là, nous, on l'accueille pendant 1 an ou 2 ans. Évidemment, ceux qui ont beaucoup de chance, c'est ceux qui ont à la fois de l'espace dans leurs études, ils vont pouvoir façonner des projets, seuls ou en équipe, et puis, lorsque le projet prend un peu de consistance, le transformer étant jeune diplômé au D2E, ou même parfois en césure. Et moi, je suis plutôt un fan de la césure parce que les étudiants à qui j'ai proposé d'aller en césure, mais en 1 année, ils reviennent, c'est plus du tout les mêmes, qu'ils aillent en entreprise, à l'international, etc. Enfin, je ne peux que recommander la césure, qui est un accélérateur incroyable de maturité, je dirais, dans la relation à l'enseignement, aux connaissances. Peut-être parfois, on fait des études de manière continue parce qu'il faut le faire. Et avec une césure, on prend conscience de pourquoi on réapprend et combien de personnes que j'ai rencontrées en formation continue me disent que leur rapport à l'enseignement qu'ils ont à 35 ans n'a rien à voir avec celui qu'ils avaient à 22. Parce qu'il y a la vie qui est passée par là, parce qu'on se rend compte de pourquoi on a besoin de ces connaissances. Alors, l'entrepreneuriat, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous fait prendre conscience des problèmes que vous devez résoudre et donc des connaissances dont vous avez besoin. Et donc, c'est de la pédagogie par le projet ou par le problème, qui en soi n'est pas nouvelle, mais en même temps, elle rentre par l'entrepreneur dans beaucoup d'interstices de l'enseignement supérieur. Ce qui amène le prof aussi à pu être celui qui va délivrer une connaissance a priori, mais qui va être un recours face à une difficulté. Et je vous assure que quand vous travaillez avec vos étudiants de cette manière-là, vous êtes vu de manière beaucoup plus comme étant un aidant, quelqu'un qui va aider à réfléchir, et plutôt quelqu'un qui va vous aider à régler les problèmes. Alors évidemment, ça change complètement le rapport au prof, qui devient une solution, et non plus un problème lui-même en distillant de la connaissance a priori. C'est clair. Votre rêve, Alain, pour l'avenir de l'entrepreneuriat étudiant en France, si vous en aviez un, j'en ai plein, mais ce qu'on imagine d'important de faire, c'est un imaginaire assez proche. D'abord, on sait qu'on a plutôt occupé les grandes métropoles universitaires. Ça, on l'a plutôt bien fait. Super. Mais il faut aller maintenant plus loin dans les territoires, aller dans les villes d'équilibre, aller dans les villes universitaires de France, et permettre à des jeunes qui voudraient entreprendre de pouvoir le faire à partir de leur territoire, à partir des écoles qui sont sur ce territoire-là, et le faire avec ces écoles, avec les collectivités territoriales, avec les associations de dirigeants locales, avec le PEPIT qui peut aider les établissements qui sont derrière. Voilà, pour mailler, on va resserrer un maillage territorial de manière plus dense. Aujourd'hui, on a 32 pôles pépites. Je vois un potentiel de 80 à 100 points de contact qui sont tout à fait plausibles. Alors,
On ne va pas faire ça en 6 mois, évidemment. Il faut se mettre d'accord avec les collectivités, les établissements locaux, etc., sur les modalités, le processus qualité. On a mis un process qualité et des labellisations qui sont exigeantes. Donc, il faut absolument qu'on puisse transférer ces compétences-là. Il y a tout un travail de formation de formateurs également. Mais il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'attentes des établissements également locaux. Il y a besoin aussi de faire valoir des marques territoriales par rapport à l'accompagnement. Il y a des thématiques par rapport à ces territoires qui sont un peu différent de celles qu'on peut avoir dans la métropole universitaire d'à côté. Et donc, chacun peut aussi revendiquer son positionnement avec sa capacité à accompagner sur le plan plus industriel, plutôt sur la santé, plutôt sur la nutrition, plutôt sur la silver economy, etc., qui sont des marqueurs du territoire. Et ça, c'est un point important, me semble-t-il. Un autre point, là, je rêve, on a évoqué un peu tout à l'heure, mais de faire reconnaître l'intrapreneuriat comme étant une forme à part entière d'entrepreneuriat et d'aller nourrir les PME des territoires et les aider à passer des caps d'innovation. Il y a des super histoires à créer entre ces chefs d'entreprise. Alors, je dirais pas toutes les entreprises sont capables d'accepter de l'intrapreneuriat. Parce que parfois, il faut être très vigilant sur la manière dont le chef d'entreprise va intégrer ce jeune ou cette équipe de jeunes. Il ne faut pas le réduire à un stage. C'est de l'intrapreneuriat, en gros, une action autonome dans un projet d'innovation. Mais par contre, la création de valeur dans un territoire, c'est vrai que ça crée de la richesse locale, ça redynamise les PME. Et surtout, moi, ce que j'y vois, mais je ne serais peut-être plus là pour le constater, c'est probablement 6, 7, 8 ans, 10 ans après, ces jeunes qu'on aura pu rencontrer, faire rencontrer ces PME, s'ils sont encore en ces PME, ils feront probablement partie des équations de la reprise d'entreprise. On entend beaucoup de dire qu'il y a beaucoup de PME à reprendre. Ce n'est pas à 22 ans que les jeunes vont reprendre des boîtes. Enfin, encore une fois, il y a plein de contre-exemples. Mais il faut quand même un peu d'expérience et un peu de capital social. Et un peu de capital d'investissement, pardon. Mais par contre, quand vous êtes rentré par l'innovation, vous avez créé de la valeur au sein de l'entreprise, avec qui votre légitimité, y compris auprès des équipes, qu'un entrepreneur réfléchit à sa cession 6-7 ans à l'avance. Il faut bien ça, largement. Et que vous faites partie des gens crédibles pour faire ce relais. Là, on aura joué le job d'un intrapreneur qui sera devenu entrepreneur dirigeant ou co-dirigeant d'entreprise. Ça, c'est un point fondamental pour l'intrapreneuriat. Un élément clé, évidemment, nous, c'est que la révolution qu'on a connue dans l'enseignement supérieur par l'entrepreneuriat, on puisse l'avoir aussi dans le secondaire. Et un point clé pour moi, c'est de faire qu'on ait de la relation entre les lycéens, collégiens même, et l'enseignement supérieur. Parce qu'il se passe plein de choses, en fait, dans le secondaire sur l'entrepreneuriat, avec Entreprendre pour apprendre ou d'autres, ou 100 000 entrepreneurs qui fait intervenir des entrepreneurs dans les écoles, dans les lycées. Et nos entrepreneurs y vont, enfin nos jeunes y vont. Il faut absolument qu'on maille beaucoup plus ça. Et on a plein de projets pour le faire, donc je ne vais pas forcément alourdir, mais voilà, on sera ravis de les mettre en place pour vraiment faire qu'un jeune qui aura vécu des choses intéressantes pendant son collège ou son lycée, on puisse lui dire, mais dès que tu rentres dans ton université, ton école, il y aura des choses, certes un peu plus précises et un peu plus outillées, mais viens nous rencontrer là-dessus. Presque comme demain, il faudrait qu'on ait l'entrepreneur comme étant le bureau des sports, le bureau de la culture. Eh bien, il y a un bureau entrepreneuriat, on va voir, on va taper à la porte, tiens, mais il se passe quoi ? Il y a un séminaire de créativité et j'ai envie de voir ce que c'est, ça a l'air d'être sympa et les gens ont l'air heureux là-dedans, mais c'est vrai. Là, on a pu faire ça, enfin moi j'ai pu scénariser des incubateurs en se servant de bureaux avec une grande vitrine sur la rue pour qu'on voit les jeunes entrepreneurs dans ce lieu-là, pour que l'on se dise mais qui sont ces jeunes le soir, tard, en train de bosser et d'aller plutôt joyeux. Et ça intrigue. Et donc, les gens y viennent et on est ravis de le faire. C'est une autre vision de la génération, c'est sûr. Voilà, il faut donner envie, en fait. Et c'est par l'envie. Voilà. Et puis, dernier point, c'est parce qu'on a déjà pas mal bossé et on a envie que cette expérience, l'enseignement supérieur qu'on a dans l'entrepreneuriat, elle diffuse dans d'autres pays. On a beaucoup accompagné des pays de la francophonie à partager l'expérience. Ils l'ont fait à leur façon, mais ils ont créé le statut d'étudiant entrepreneur, ils ont créé des pôles. C'est donc l'agence universitaire pour la francophonie qui nous a sollicité. Donc il y a une dizaine de pays qui sont sur ces projets-là. D'accord. On continue. On veut développer évidemment des relations plus renforcées encore avec l'Europe, notamment pour que nos jeunes aient davantage de culture internationale, non pas pour vendre en Europe tout de suite, mais de penser plus globalement et de manière plus européenne leurs projets. On a des modèles très typés, en fait. On est un continent mais avec des cultures très variées. Il faut qu'on puisse leur montrer qu'un Néerlandais ou qu'un Allemand ne va pas forcément penser l'entreprise de la même manière ou le projet de la même manière, et que, sans dire que demain je vais vendre aux Pays-Bas ou je vais vendre forcément en Allemagne, mais je vais penser un peu avec les clés qu'ils m'ont données. Donc il faut qu'on fasse se rencontrer des profs, des institutions, des étudiants. Il faut que ça circule. Et probablement, moi, un de mes rêves, c'est que, notamment, parmi d'autres choses, demain, Erasmus+, et un Astérix
qui disent « Mais ce jeune, en plus, est entrepreneur, alors quand vous l'accueillez, s'il vous plaît, vous le branchez avec votre programme d'entrepreneuriat. » Ce serait génial. Voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, si vous me demandez de vous développer tous les sujets, on ne va pas avoir le temps, voilà. Alain, mais j'en serais ravie aussi d'avoir écouté tout ça. Et tout ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que ça se mette en place. On arrive, Alain, à la fin, malheureusement, de cette interview et de ce podcast. Mais avant, j'ai quelques questions à vous poser. La seule règle de ces questions, Alain, c'est que j'ai besoin d'une réponse en un mot. En un mot. Ok. On essaye ? Ça va être compliqué pour moi, on a remarqué. Mais non. Allez, on essaye. Un mot pour décrire, Alain, l'entrepreneuriat étudiant en France. Joyeux. C'est quoi le plus grand défi pour un jeune entrepreneur aujourd'hui ? Le paradoxe. Votre plus grande fierté avec le plan Esprit d'entreprendre ? D'être toujours motivé auprès d'eux. Pardon, c'est pas un mot, pardon. C'est très bien. Ouais. De garder cette flamme, et c'est eux qui me nourrissent de cette flamme. Ça, je suis très fier de ça. Ouais. Diplôme ou expérience ? Expérience. La qualité la plus importante pour réussir dans l'entrepreneuriat quand on est jeune ? Humilité. Une chose que vous changeriez dans l'enseignement supérieur aujourd'hui ? Les dimensions politiques. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat ? N'écoute pas les conseils. Une idée fausse que les gens ont sur l'entrepreneuriat étudiant. Trop jeune. Est-ce que tous les jeunes seront entrepreneurs ? Non. Par contre, que ce soit plus naturel. Je donne un petit exemple, mais notre programme Pépite, qui a 10 ans aujourd'hui, a été retenu par la DGE pour être l'un des programmes qui concourent à un programme européen qui s'appelle EPA. Et ce programme donc reconnaît des projets qui ont un impact sur le monde socio-économique, notamment sur la dimension économique et des PME, voilà, des territoires. Donc on est présenté à ce programme. Il se trouve que le jury qui a été mandaté par la Commission européenne nous a retenus parmi les 3 finalistes. Bravo. De ce programme sur l'esprit d'entreprendre. Ça veut dire que finalement, sans que les 2 autres finalistes n'ont rien à voir avec l'enseignement supérieur. D'accord. Hein. Donc ça montre bien que l'enseignement supérieur a gagné la légitimité ou sa crédibilité pour agir dans ce domaine. Tout à fait. À sa façon. Encore une fois, on n'est pas là pour créer des boîtes. Ouais. On est là pour créer des compétences à travers des processus apprenants qui se trouvent être entrepreneuriaux. Et s'ils créent des boîtes, on est ravis. S'ils créent des associations, on est ravis. S'ils créent des intrapreneuriats, on est ravis. C'est dans votre titre, Esprit d'entreprendre. C'est la posture, la démarche. Donc que demain, vous pouvez répondre à votre question, plus de jeunes et soient dans un esprit entrepreneurial pour ne pas rester statique face à des situations ou des enjeux et dans leur vie quotidienne, face à quelqu'un qui croise dans la rue, une difficulté. C'est ça, être entrepreneur, se dire quel est mon rôle et est-ce que je peux le faire sans avoir peur de m'engager et de ne pas réussir. Ça, oui. Alors, si tous les jeunes peuvent avoir cette posture-là, je serais vraiment ravi. On verra si les amis de la Commission européenne veuillent bien nous distinguer. Mais c'est déjà, pour moi, d'être dans les 3 finalistes, une forme de reconnaissance extrêmement précieuse pour l'enseignement supérieur, parce qu'on était peut-être regardé de manière un peu condescendante. En quoi les acteurs publics, moi je suis fonctionnaire, en quoi un fonctionnaire va-t-il aller parler d'entrepreneuriat à des étudiants, à des jeunes, franchement, qui restent à sa place. Ouais. Est-ce que vous avez un livre, un film, une musique qui vous a inspiré justement sur ce domaine de l'entrepreneuriat ? Je ne peux pas vous dire... moi, ce que je peux vous dire, c'est en termes de livres, mais j'ai des livres académiques, mais c'est vrai que Ou peut-être que vous recommanderiez à un jeune pour qu'il se rende compte de ce que c'est ? Vous n'avez pas vu la série Playlist, par exemple, sur l'histoire de Spotify ? Oui, ça, mais j'allais dire, sauf que je ne suis pas certain, que ce soit par la procuration qu'on prend de conscience. Moi, ce que je veux dire à un jeune, vous allez me trouver... j'échappe un peu à votre question, mais il n'y a pas un document emblématique. Par contre, qu'ils viennent dans un événement avec des jeunes entrepreneurs, qui viennent participer à ce qu'on appelle des hackathons, des événements, qui viennent le vivre, à mon avis, ça servira à tous les films et tous les livres d'en prendre conscience et d'être en situation. Après, des bouquins, il y en a plein, mais... J'accepte quand même votre réponse, beaucoup. alors il n'y a pas de sujet. Une compétence que tout le monde devrait apprendre. Apprendre ? Parfait. Le plus grand défi des jeunes aujourd'hui, c'est quoi ? Nous supporter, notre génération, parce que je pense ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à régler des problèmes qu'on a en partie créés nous-mêmes, donc qui se cherchent à régler,
Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous vertueux, parce que je vois des jeunes qui ont des discours parfois contradictoires et des actes que je vois, parfois très consommateurs, de produits de grande consommation, y compris de numérique, très, très énergivores. Et donc, tout le monde n'est pas clair dans ces éléments-là, mais je vois bien quand même que quand on parle d'entrepreneuriat, j'ai conscience que quand même, on les amène à prendre une charge, parfois un peu lourde, et dont on est co-responsable en tout cas. Et ça, c'est pour moi toujours une charge de responsabilité en fait, quand je les aide et quand je les accompagne. De ne pas trop non plus les amener à devoir surjouer le côté ok, je sauve le monde, parce que ça, j'en ai aussi un peu marre de lire partout et je vais sauver le monde. Entreprends, crée de la valeur, épanouis-toi, fais-toi plaisir et fais ce qu'il faut. Et tu auras fait ta part. Vous connaissez l'image du colibri, reste colibri, c'est bien. Si tout le monde en fait, si tous les jeunes étudiants pouvaient être un peu colibri, j'en serais ravi. On va les aider à le faire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a beaucoup poussé la question du développement et de la transition dans les établissements avec beaucoup de programmes. Eh bien, moi, ce que je voudrais faire, c'est un croisement entre cette conscience environnementale et de transition avec l'entrepreneuriat, mais qu'on le fasse de manière positive et joyeuse et pas avec l'espèce de plomb et de sac à dos un peu lourd qu'on leur met un peu sur les épaules. Très clair. Allez, 2 dernières questions. Un mot pour décrire ce podcast 20 sur 20. Convivial. Merci beaucoup. Et si vous deviez passer le flambeau, Alain, du micro de 20 sur 20 à 2 ou 3 personnes dans l'éducation, l'enseignement supérieur, Je ne vais pas vous donner des noms, je vais vous donner des profils. Je pense qu'il serait bien que vous interrogiez un philosophe. Ce serait extrêmement important, à mon sens, pour réfléchir sur la manière dont on peut penser l'entrepreneuriat aujourd'hui et est-ce que ça dit du monde, en fait, me semble-t-il, aujourd'hui. Parce qu'on le caricature comme étant un individualisme souvent échevelé, alors que je ne vois que des solidarités et que des communautés, en fait, dans l'entrepreneuriat. Donc, un philosophe, un sociologue pourrait aider aussi, mais un philosophe, je crois que c'est très intéressant. D'accord. En tout cas, au moins, si vous pouviez discuter de ça... J'en ai un, il faut que j'en donne plusieurs, c'est ça ? Si vous pouvez, on est ravis. Mais... Sur d'autres profils, ce que je crois intéressant, c'est que peut-être vous fassiez venir, et ça me paraîtrait vraiment essentiel, des enseignants qui sont dans le secondaire. Moi, j'en rencontre régulièrement, qui aident des jeunes. J'en ai vu encore à la finale d'Entreprendre pour apprendre. Donc, vous avez des gamins qui sont parfois en 6e, en 5e. Et je me souviens d'une prof d'allemand corse, une prof corse, à la limite, c'est coordonné, mais et j'ai discuté avec des gamins, il me dit, mais oui, lui, là, il disait rien au début de l'année, et le môme, il était en train de me présenter son projet de manière incroyable. C'était une pile électrique, il était en fait renfermé sur lui jusque-là. Et quand vous voyez le job incroyable de pédagogie, d'éducation que font ces profs dans le secondaire, c'est dingue. Il faut absolument les valoriser, les reconnaître, et on les entend pas assez, en fait, clairement. Et le boulot sur ces sujets qu'on évoquait, il se fait très tôt, le plus tôt possible. Il faut y aller. C'est déjà pas mal. Merci à vous. On les appelle et puis on oui, tient je au les courant. coordonnées, bien sûr. Bon, génial. Merci beaucoup, en tout cas, Alain Asquin, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes coordinateur national du plan Esprit d'entreprendre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup.